Eh bien, écoutez, Martin Pelletier, avec vous, nous allons essayer de comprendre pourquoi et comment est-ce que la peur et la terreur sont de très puissants moteurs pour le gouvernement actuel. Et je vous cède la parole. Merci. Alors, remercions pour commencer Jean-Yves Le Gallou de nous avoir programmé au Pouce Café. C'est le bon moment pour parler de l'apocalypse. Tout petit déjà, j'entendais dire que l'homme est en train de provoquer la fin du monde par ses bêtises. D'abord, c'était la bombe atomique. Vous vous souvenez, elle a détraqué le temps. Puis, avec la détente, ça a changé. En 68, il y a eu la bombe P, le best-seller de Paul Ehrlich. On allait tous mourir à cause de la surpopulation. Mais hélas, le scénario n'était pas le bon parce que la menace venait du Sud, pauvre, qui fait beaucoup d'enfants. Il a fallu trouver un autre méchant. Et ce fut le Nord, développé, qui abîme la planète avec son activité. En 1971, un laboratoire d'idées malthusien, le Club de Rome, préconisait de stopper la croissance sous peine d'effondrement économique et environnemental. Mais dès 1969, le secrétaire général de l'ONU d'alors, U Thant, avait crié « Il nous reste 10 ans pour sauver la Terre » en 1969. Depuis, les prophètes ont progressé. La banquise du pôle Nord a fondu en 2015, selon Al Gore. Le monde n'est plus vivable depuis 2023, selon Greta Thunberg. Quant à l'actuel patron de l'ONU, Antonio Guterres, il a inventé l'ébullition climatique. La planète bout, nous bouillons, vous bouillez. Alors, vous l'avez vu ce matin, les menaces sont nombreuses et variées. Avant le réchauffement, il y a eu les pluies acides, l'hiver nucléaire, le trou d'ozone. S'y ajoute naturellement la surpopulation et les pandémies diverses. Elles sont également incertaines. Elles reposent, vous le savez, sur des projections, des modèles mathématiques et non sur des mesures. Par exemple, les marégraphes ne relèvent pas de hausse extraordinaire du niveau des mers. La glace du pôle Sud croît. Et les ours blancs, les fameux ours blancs, sont 7 fois plus nombreux qu'il y a 50 ans. Il existe pourtant des certitudes. D'abord, l'ONU est depuis l'origine engagée dans le récit de la peur. En 1972, elle a lancé la première conférence sur l'environnement à Stockholm et le slogan de développement durable ou soutenable. Puis il y a eu les protocoles de Montréal et de Kyoto, la conférence de la Terre à Rio en 1992, qui est la mère de toutes les COP, dont la dernière, la COP 30, se tient en ce moment encore à Rio. Ces conférences fixent des agendas, des objectifs, des programmes. Par exemple, la chasse aux émissions de gaz à effet de serre encadre l'activité des nations et des sous-ensembles continentaux tels que l'Union européenne, des entreprises et des particuliers. Deuxième certitude, dès le début, la défense de l'environnement est liée à l'unification politique de la planète. Edgar Morin a découvert son patriotisme planétaire en 1968 chez les écolos californiens. La menace étant mondiale, les dirigeants du monde doivent travailler tous ensemble à y parer. Prenons encore l'exemple du CO2, le dioxyde de carbone. En décidant d'en limiter les émissions, on a changé la façon de produire, de consommer, de vivre dans le monde entier. Il faut faire pipi sous la douche, stopper la viande et la clim, cesser d'investir dans le pétrole. Une immense activité juridique et géopolitique entraîne une immense révolution industrielle, agricole, économique, sociétale et même, on va le voir,
spirituelle. Aïe. Tout ça surfonde, au fond, sur une menace incertaine. On l'a vu ce matin. Autrement dit, la communauté internationale répand la peur pour imposer au peuple de changer. Et ça va nous forcer à préciser notre vocabulaire. Il n'y a pas de catastrophisme climatique, maladie de l'esprit qui pousserait à voir des catastrophes partout, puisqu'il existe une volonté réelle de provoquer la peur. Cette volonté interdit en même temps de parler d'alarmisme climatique. On sonne en effet l'alarme pour avertir d'un danger. Or, la révolution qui avance invente au contraire des dangers imaginaires pour manipuler les peuples et rendre inaudible l'alarme contre le véritable danger, invasion, dénatalité, déclin de civilisation. Le mot idoine, le bon mot, est donc terrorisme. Terrorisme des élites contre les peuples. Alors à quoi sert ce terrorisme climatique? À faire peur et soumettre les esprits? Oui, c'est entendu, mais pour quoi faire? Eh bien, demandons-le directement aux grands commis des institutions internationales qui s'en occupent. En 1988, l'ONU a parrainé la création d'un organisme politique, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, composé de fonctionnaires, de politiciens et de scientifiques quand même. Sa mission est d'évaluer les recherches faites dans le monde en matière de climat. Il a rendu plusieurs rapports d'évaluation de 1990 à 2023. On en tire des résumés à l'usage des politiques que les médias résument eux-mêmes à leur manière, avec toujours une seule et même conclusion: chaque fois, c'est pire. La machine à produire la peur tourne et elle en est récompensée. En 2007, le GIEC a reçu le prix Nobel, pas de la climatologie, mais de la paix, avec Al Gore, l'homme qui voyait fondre la glace de l'Arctique dans son marc de café. Un des cofondateurs du GIEC fut Maurice Strong, homme d'affaires canadien, socialiste, organisateur de la conférence de Stockholm en 1972. Il a conseillé 20 ans les secrétaires généraux de l'ONU avant d'être condamné pour corruption dans le programme pétrole contre nourriture de l'ONU en Irak et de se réfugier en Chine. Écoutons maintenant ces experts. D'abord, Ottmar Edenhofer, c'est une flèche, un ancien coprésident du GIEC d'ailleurs, et aussi de président de l'Institut Potsdam, qui est le laboratoire d'idées qui conseille l'Allemagne, l'Amérique et l'Europe en matière d'environnement. Plus, il a aidé le pape François à rédiger Laudato Si. Or, en 2010, il déclarait « Nous devons nous affranchir de l'illusion selon laquelle la politique internationale sur le climat serait une politique environnementale. Elle n'a quasiment plus rien à voir avec le traitement de questions comme la déforestation ou le trou d'ozone. Nous redistribuons de facto la richesse mondiale par la politique climatique. Nous redistribuons de facto la richesse mondiale par la politique climatique. C'est donc clair, la peur que le ciel nous tombe sur la tête sert à organiser une péréquation socialiste des richesses de la planète. En bon français, à piller le Nord au profit du Sud. Deuxième acteur témoin, Christiana Figueres. Elle est fille et sœur de président du Costa Rica. Elle est patronne du PNUD. C'est le membre type de la supercaste mondiale. Elle a organisé d'ailleurs la COP 21 à Paris, dont sont sortis les accords de Paris. En 2012, au sommet de l'ONU à Doha, elle affirmait « Ce qui se produit ici, non seulement à Doha,
mais dans le processus global du changement climatique, est une transformation complète de la structure économique mondiale. Nous influençons les gouvernements, le secteur privé et la société civile pour réaliser la plus grande transformation jamais entreprise. Et pour elle, il s'agit de quelque chose de comparable à la révolution industrielle, mais guidé, je cite, selon une perspective centralisée parce que les gouvernements ont décidé d'écouter la science. Elle va considérablement modifier la vie de chacun sur la planète. Cette révolution d'un nouveau genre est donc menée par le haut, par les élites. Alors, j'en donne quelques qualités, quelques particularités. Elle évite autant que possible la violence pour ne pas provoquer de résistance. Elle utilise des processus lents et l'ingénierie sociale, on l'a vu avec le Covid. Elle est mondiale et mondialiste. Elle prétend, on vient de le dire, agir au nom de la science, dont elle capte l'autorité au service de sa politique. Elle impose ses vérités à court forcé sous le nom de consensus. Elle détruit les nations et les religions qui lui préexistent pour les réutiliser à son profit. Elle est totalitaire. Elle touche au tout de l'homme, y compris l'intime. Elle entend finalement créer un homme nouveau avec de nouvelles mœurs, coutumes et croyances, un nouveau bien et un nouveau mal. C'est une révolution spirituelle. Alors pourquoi nommer cette révolution arc-en-ciel ? Parce qu'elle détruit toutes les frontières de nations, de religions, de races, de genres et même d'espèces, et qu'elle a choisi pour cela d'arborer l'arc-en-ciel, qui est le symbole depuis la Genèse du bien et de la paix. Elle se prévaut en effet d'un triple drapeau arc-en-ciel. D'abord, celui des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et plus. Il s'agit de promouvoir le bien par la révolution morale, la paix par l'inclusion, par la non-discrimination de genre et d'orientation sexuelle. Ensuite, le Rainbow Flag, l'arc-en-ciel de l'écologisme, dont le guerrier de l'arc-en-ciel fut, vous vous souvenez, le navire amiral. Il combat les hommes de mauvaise volonté, ceux qui menacent le climat et l'intégrité de la Terre. L'arc-en-ciel climatique inclut la santé, en particulier la lutte de l'OMS, toujours l'ONU, contre les pandémies. Enfin, il y a la nation arc-en-ciel de feu Desmond Tutu et Mandela, le symbole d'un monde de toutes les couleurs, antiraciste, tiers-mondiste, décolonial, illustré aujourd'hui par Black Lives Matter, les woke et la cancel culture. Or, ces trois arcs-en-ciel marchent ensemble. Cela explique à la fois le mécanisme de la révolution et l'importance du terme arc-en-ciel. Leur vivier de militants communique. Leurs méthodes et leurs buts sont communs. C'est la convergence des luttes, l'intersectionnalité des situations, la synergie des subversions. Les promoteurs de cette révolution polymorphe en proclament eux-mêmes l'unité. À l'automne 2019, à la Gay Pride d'Amsterdam, des militants LGBT portaient des burqas arc-en-ciel pour protester contre l'interdiction de la burqa aux Pays-Bas, qui était pour eux une insupportable discrimination islamophobe. Puis Greta Thunberg s'est affichée en chemisette antifa avec un drapeau arc-en-ciel, signant pour la COP25 de Madrid une chronique où on pouvait lire « Après tout, la crise du climat n'est pas qu'une question d'environnement, c'est une crise des droits de l'homme, de justice et de volonté politique. Les systèmes d'oppression coloniale, raciste et patriarcale l'ont créée et la nourrissent. Le patriarcat, c'est le réchauffement climatique. » Voilà explicitement lié les trois flammes de l'arc-en-ciel. Climat, genre, antiracisme. Les combats dits antidiscriminatoires sont, comme la mission de sauver le climat, de nature politique et convergent vers le même objectif. Greta n'a d'ailleurs rien inventé. L'écologisme a été inscrit dans la politique par la conférence de Stockholm, dont on a parlé. Le document final
édictait 26 principes, dont le premier dit « L'homme a le devoir de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations actuelles et futures. De ce fait, les politiques qui encouragent le racisme, l'apartheid, la discrimination, les formes coloniales et toute autre domination doivent être éliminées après condamnation. » Ce que certains prennent donc pour un délire de militants radicaux est le programme officiel de l'ONU depuis 50 ans. Le mot « wokisme » fait croire que la subversion en cours serait née dans des ghettos noirs alors qu'elle a été programmée au sommet. Un dernier mot sur le terrorisme climatique. Pour répondre à Donald Trump à propos du canular climatique, des réchauffistes intelligents mettent la pédale douce sur les prophéties les plus idiotes. Bill Gates, en particulier, vient d'attaquer les collapsologues sur son blog en écrivant « Il existe une vision apocalyptique du changement climatique qui se résume ainsi. Dans quelques décennies, un changement climatique cataclysmique, je vais y arriver, anéantira la civilisation. Heureusement pour nous, cette vision est erronée. » Ce texte a fait du bruit. Certains disent, et Trump en particulier, que Gates apostasie. Non, parce que dans le même texte, il maintient les piliers du mythe, origine humaine du réchauffement climatique, gaz à effet de serre, principal agent, etc., etc. Mais il abandonne simplement quelques erreurs trop voyantes. Et surtout, il inverse la perspective. L'objectif étant la révolution, la terreur climatique n'est qu'un moyen parmi d'autres. On peut donc la remplacer. Ainsi, Gates propose-t-il un nouveau critère politique, l'amélioration des vies. Notre principal objectif doit être de prévenir les souffrances, en particulier pour ceux qui vivent dans les pays les plus pauvres. Et il proclame, dans la foulée, 3 vérités. 1. Le changement de climat est un problème sérieux, mais il ne sonnera pas la fin de la civilisation. 2. La température n'est pas la meilleure mesure de nos progrès sur le climat. Et 3, surtout, la santé et la prospérité sont les meilleures défenses contre le changement de climat. En somme, il fait l'éloge d'un anthropocène heureux. Voilà comment on sauve un mythe en le faisant évoluer en douceur. Voici donc l'arc-en-ciel 2.0 qu'on oppose à Trump, une synthèse entre Davos et Porto Alegre, une nouvelle voie pour remplir le programme de l'ONU. Le terrorisme climatique, moyen d'un moment de la révolution, est en train de passer, mais l'arc-en-ciel demeure. Il trouvera, n'en doutons pas, d'autres terreurs à exploiter. C'est d'ailleurs en cours. Les pôles ne fondent plus trop en ce moment, mais le permafrost, en se réchauffant, il libère des virus et des bactéries terribles qui tuaient déjà des mammouths. Et puis il y a aussi l'eau. Il y a tant d'autres domaines où exercer son imagination. Relax, à chaque jour suffit sa peur.